Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Caupan, la cité mourante qui nous est amenée par Holy Grail Games. Attention, c'est un prototype, oui, alors vous allez voir tout le matériel est de qualité définitive, vraiment en qualité de matériel comme vous allez le voir, mais par contre ce n'est pas encore bien en place. Alors notamment vous verrez ils ont utilisé une peinture dorée que je trouve du plus bel effet, mais malheureusement cette peinture dorée sur certains jetons sombres ne ressort pas du tout, donc gêne la jouabilité, donc ça ils vont le refaire, ils vont virer cette peinture dorée, alors j'espère qu'ils vont la garder sur le plateau, c'est sympa, mais donc encore une fois, tout ça pour vous dire que le matériel n'est pas définitif, même s'il est de très haute qualité. De même que je ne sais pas s'ils vont faire quelques petites adaptations de règles, mais je précise bien, c'est bien un prototype, parce que quand vous allez le voir, vous n'allez pas en avoir du tout l'impression. Donc, que faisons-nous dans Caupan, la cité mourante? Eh bien, nous sommes dans une cité, Caupan, Maya, à l'époque de l'effondrement de la civilisation Maya, et cette cité s'effondre, comme beaucoup d'autres cités, mais nous allons essayer de tirer notre épingle du jeu. Nous sommes dans de l'Eurogame, nous allons essayer de faire un maximum de points de victoire en faisant différentes actions sur le plateau, comme vous allez le voir dans un instant. Alors voilà le plateau principal de Caupan, donc la cité mourante. On a aussi un petit plateau personnel de gestion de ressources, puisqu'il y aura de la gestion de ressources dans ce jeu, avec ici des petits jetons qu'on mettra, puis on fera monter en fonction de la quantité de ressources que l'on a, qui sera indiquée par le chiffre, donc de ces 4 ressources-là, mis par ces symboles. Vous voyez ici, par exemple, là c'est le joueur violet, en fait, regardez, vous voyez, vous avez du doré là, en fait, il y a d'autres jetons comme ça, et on le voit pas, donc ça, ils vont le changer. C'est dommage que ce petit doré là, je trouve ça assez sympa. En tout cas, on a de la gestion de ressources sur son plateau personnel, et on va venir faire les actions sur le plateau principal. Alors, lorsque c'est à nous de jouer, que faisons-nous? Eh bien, lorsqu'un joueur joue, il va avoir 2 phases dans son tour. Le premier, il va gagner des ressources, je viens de vous le montrer. Donc, il va gagner des ressources, et dans une deuxième phase, il va faire les actions du plateau en dépensant ses ressources. Alors, les actions, vous en avez 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, elles sont repérables parce qu'en fait, vous avez cette espèce de petit symbole là où on va venir poser des pions. Oui, vous verrez mieux celui-là. Et l'action 1 qui est liée à cette zone-là, l'action 2 qui est liée à cette zone-là, la 3, 4 ici qui est liée à cette zone-là, et la 5 qui est liée à cette zone-là. Au milieu, vous avez la pyramide, vous allez voir, on a un usage particulier de la pyramide qui va jouer sur le gain de ressources, mais aussi sur les points de victoire. De toute manière, vous verrez, toutes les actions qu'on va faire dans les 5 lieux différents du jeu ont pour but 1, de nous bonusser nos actions, de nous faire jouer de mieux en mieux, bien sûr, et 2, de gagner des points de victoire, systématiquement, pour toutes les zones d'action. Après, ce sera à vous de choisir votre ligne stratégique, même si vous allez voir, on peut faire un peu de tout, et on fait un peu de tout dans ce jeu, mais il y a néanmoins 1 ou 2 points qu'on va particulièrement développer, et d'autres qu'on va développer un petit peu moins. Ça, c'est au choix de chacun, et c'est évidemment aussi tout l'intérêt du jeu. Donc, comme je viens de vous le dire, quand je joue, je fais 1, je gagne des ressources, 2, je déclenche une action sur le plateau en fonction de ce que je vais faire. Alors, il faut savoir que quand vous gagnez vos ressources, vous verrez, il y a des événements qui vont survenir, mais qui impactent tous les joueurs. Moi, les événements, j'ai toujours un peu peur que ça fasse des impacts dissymétriques, mais c'est des événements qu'on peut tout à fait anticiper. On sait ce qui peut arriver. Ça peut avoir un impact dissymétrique, mais vous pouvez l'anticiper, vous le savez. Donc, si vous le prenez, ben, c'est que vous avez bien voulu. Mais donc, encore une fois, je reviens juste aux actions dans le jeu pour vous présenter un petit peu rapidement les différentes actions et surtout les points de victoire, comment on fait des points de victoire dans ce jeu. Alors, la première chose, ici, vous avez une zone, en fait, des autres cités Maya. Il n'y a rien sur le plateau, comme d'habitude, il est nu, mais vous verrez, je vais mettre des tuiles ici pour indiquer qu'il y a d'autres cités Maya et on va pouvoir y envoyer des ambassadeurs. Et ben alors là, ça va être très simple. Vous avez un tableau de points de victoire en haut, là, je ne sais pas si vous le voyez très très bien, mais dans ce tableau, il y a écrit à la fin de la partie, en fonction du nombre de cités dans lesquelles on a envoyé des ambassadeurs, on marque ou on perd des points de victoire. Si vous n'avez envoyé aucun ambassadeur à la fin de la partie, vous perdez 10 points de victoire. Si vous avez un ambassadeur dans les 6 villes Maya connectées, eh ben vous aurez 40 points de victoire. Oui, donc il y a un différentiel de 50. C'est tout à fait considérable. Et là, vous vous dites, on va sûrement tous y aller. Moi, je pense que oui. Mais vous verrez, il y a d'autres endroits où on peut aussi gagner beaucoup de points de victoire et tout mener à fond, ça c'est pas possible, heureusement. Donc ça, cette première zone, encore une fois, comme vous voyez, on va envoyer des ambassadeurs dans les civils et on va marquer donc des points de victoire en fonction. Alors les ambassadeurs sont représentés par ces jetons, on a tous des jetons comme ça en tant que joueur, et puis on va les mettre dans ces cases. Alors il y en a 4 pour 4 joueurs éventuellement. D'ailleurs, je pense que ce jeu se joue au mieux à 4 joueurs et on va pouvoir les poser comme ça, mais je vais vous expliquer en détail plus tard. Cette zone-là, la zone 2, est un peu particulière parce qu'elle est directement liée, elle, au gain de ressources, qui est notre première action du tour. Donc, c'est pas des points de victoire, quoique vous verrez, il y a une option qui pourrait vous en ramener, mais en tout cas, surtout, cette zone-là, on va y aller quand on aura vraiment besoin de gagner des ressources et de déclencher la mécanique de gain de ressources, puisqu'il y a toute une mécanique autour de ça que je vais vous expliquer.
Là, cette zone-là, c'est une zone où on va pouvoir gagner des cartes. Vous voyez bien qu'il y a des emplacements de cartes. Ce sont des cartes personnages. Alors, c'est un lieu thématiquement qui est le jeu de balle, qui est un jeu très important chez les Mayas. Et c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va poser des jetons. Alors, quand est-ce qu'on pose des jetons? En fait, quand on gagne, quand on va prendre des cartes. Alors, vous avez deux moitiés de terrain, c'est pas pour rien. Si vous prenez une carte ici, vous poserez un jeton ici. Si vous prenez une carte ici, vous poserez un jeton ici. Et à la fin, on regarde les majorités. Celui qui en a le plus ici, c'est 6 points. Le deuxième, c'est 3 points. Pareil ici. Et là, c'est globalement sur tout le plateau. Celui qui a le plus de jetons, c'est 10, puis le deuxième 5, puis le troisième 2. Et puis on fait toujours la même chose. Si on a deux ex aequo ici, on fait 10 plus 5, 15. 15 divisé par 2, arrondi à l'inférieur. 7, tout simplement. Donc là, il y a une histoire de majorité. Donc, plus vous allez prendre des cartes qui, évidemment, vont vous aider dans le jeu, ou vous apporter des points de victoire, plus vous partez sur cette stratégie, plus vous avez de jetons, plus vous allez scorer ici, si vous partez là-dessus. Et là-bas, comme je vous l'ai dit, plus vous envoyez d'ambassadeurs, plus vous scorez. Alors autant là, il n'y a pas de points négatifs, là par contre, oui. Donc normalement, tous les joueurs vont au moins envoyer 2 ambassadeurs là-bas, parce qu'à partir de 2, vous passez en positif. 0 ambassadeur. Moins 10, 1 ambassadeur, moins 5, 2 ambassadeurs, plus 4. Bon, après, ça monte jusqu'à 40. Donc ça, c'est le deuxième endroit. Enfin, vous avez cet endroit-là, ici, enfin pas tout à fait enfin, où pareil, vous avez des cartes, et vous verrez, c'est des cartes actions, dans lesquelles on va déclencher les actions, pareil, en posant nos petits jetons, que je vais vous montrer là. Et enfin, alors des actions comme toujours, qui vont nous apporter des bonus, et qui vont nous apporter des points de victoire potentiellement. Vous avez la dernière zone ici, avec des cartes que l'on va pouvoir gagner. Et là, par contre, on ne va pas poser de jetons. Alors, je vous ai montré tous ces petits jetons, et je vous ai montré ça tout de suite, pour les points de victoire. Ce qu'il faut bien comprendre, vous avez bien compris ici que plus vous aurez de jetons, plus vous marquerez de points de victoire. Ici, plus vous aurez de jetons, plus vous marquerez de points de victoire. Ici, quand vous posez vos jetons, en fait, c'est pas des points de victoire directement. Et en fait, c'est pour vous présenter la pyramide. En effet, on a 4 prêtres, chaque joueur en a un, et on va les mettre au premier niveau de la pyramide. Et en fait, cette pyramide, c'est des points de victoire positifs ou négatifs en fonction de ce que vous avez fait pendant toute la partie. Si vous regardez ici, par exemple, je vous ai dit qu'on mettait les jetons, et bien regardez, si votre prêtre à la fin de la partie, il est tout en bas, vous perdez 2 points de victoire par jeton que vous avez dans cette zone-là. S'il a fini par atteindre tout en haut, vous gagnez 2 points de victoire par jeton que vous avez mis là. Et c'est partout pareil. Là, c'est la même chose, sauf que c'est pour les actions que vous aurez fait ici. Si vous vous mettez à faire beaucoup d'actions de cette zone-là dans la partie, vous allez monter votre prêtre pour scorer avec ces jetons. Si vous restez en bas, c'est des points négatifs. Cette zone-là est liée directement à celle-là, vous verrez comment, je vous expliquerai. Et cette zone-là est liée à votre technique de gain de ressources. Je vous ai dit qu'il y avait des points de victoire aussi ici. Donc en gros, pas en gros, même précisément, plus vous allez partir sur certains types d'actions, plus vous devrez faire monter votre prêtre ici. Si vous ne faites pas monter votre prêtre, vous perdez. Donc, moi, dans ma partie, je vous le montrerai, j'ai fait aucune action ici, c'est possible. Du coup, mon prêtre, je ne me suis pas embêté, j'ai laissé tout en bas. Par contre, j'ai fait des actions là, j'ai fait différentes actions, donc il y a d'autres prêtres qui sont montés plein pot parce que je voulais surtout pas perdre de points. Donc ça, c'est tout à fait sympa, vous orientez stratégiquement vers différentes zones, et comme vous posez vos jetons, et que c'est eux qui comptent ici, bon, sauf là et là, vous allez voir, mais en tout cas, ici et là, c'est ces jetons qui comptent en fin de partie pour les points, là aussi, avec ce tableau-là, et ben vous allez, par exemple, monter ceux-là bien plus si vous jouez plutôt ça et plutôt ça. Voilà la mécanique de base de gain des points de victoire, des majorités, et les jetons qui marchent en montant nos prêtres ici. Les cités là, ça on va revoir dans un instant, mais c'est lié aussi à cette piste-là. Si vous faites beaucoup cette action, il va falloir monter votre prêtre, sinon ça ne sera pas du tout rentable. Ça c'est lié aux ressources d'une manière un petit peu particulière. Mais en tout cas, voilà comment on va gagner tous nos points de victoire. Et alors, je vais vous le dire tout de suite, alors j'ai gagné ma partie, c'est pas pour ça que j'ai fait un score mirobolant, mais j'ai gagné ma partie. Moi, ce que j'avais fait, j'ai fait les 6 cités ici, ce qui m'a ramené 40 points. Cette zone-là, je l'ai un peu faite. Et d'ailleurs, j'ai monté mon bonhomme jusqu'ici, pas jusqu'en haut. J'avais 1 point de victoire par action faite ici, au final. Donc ça, je l'ai fait un petit peu. Ici, j'ai fait beaucoup d'actions ici. Donc vous vous doutez bien que mon petit bonhomme, il est monté tout là-haut pour faire des points, donc c'était important. Ici, j'ai fait beaucoup d'actions. Ici, je vous l'ai dit, j'y suis jamais allé, mon bonhomme n'est jamais monté. Et dans mon gain de ressources, l'option qui vous permet de gagner des points de victoire avec cette action de gain de ressources, je l'ai beaucoup faite. Du coup, j'ai monté mon bonhomme tout là-haut. Donc au final, j'ai fini là et là, évidemment, parce que ça et ça, j'ai joué dessus. Là, j'ai fini ici parce que ça, j'ai joué un petit peu quand même, donc c'était un petit peu bête de rien marquer. Par contre, là, comme j'y suis pas du tout allé, je suis resté en bas. Et là, vous me dites, ah mais alors, 0 carte ici, j'ai pas besoin de ces cartes-là pour jouer. Vous avez d'autres moyens de les gagner. Donc j'en ai gagné 2 ou 3, pas beaucoup, mais par d'autres moyens. En fait, j'ai réussi à les gagner. Mais comme vous voyez, vous pouvez orienter un peu votre stratégie. Donc au final, la mienne, ça a été ça à fond, un petit peu ça, pas mal ça quand même. Et surtout, pardon, vous allez voir, jouer sur les gains de ressources.
Alors, vous vous souvenez que le titre, c'est Copan la cité mourante, et je vous ai dit qu'on était à la fin de la civilisation maya, que tout s'effondrait. Donc, c'est l'originalité de ce jeu qui se veut que les choses sont de plus en plus difficiles au fur et à mesure où la partie avance. Alors, pour ça, j'ai des réglettes que je vais venir mettre ici. Alors, il y en a plein parce qu'en fait, ça dépend du nombre de joueurs. Voilà, je vous ai posé les 4 réglettes, et puis, bon, bah, comme vous voyez, j'en ai d'autres. Par exemple, ça à 2 joueurs. Vous voyez bien que le nombre de trous n'est pas du tout le même. Hein, c'est simplement par rapport à la durée de la partie, vous allez voir pourquoi. Alors, je vous ai mis des cubes comme ça, en fait, qu'on met dans chaque réglette. Alors là, les réglettes bougent, je ne l'ai pas mis, mais ici, vous avez des petits cubes gris pour tenir les réglettes, hein, pour pas qu'elles bougent, donc elles ne bougent pas en jeu, hein, là je vous ai pas mis, mais ça ne bouge pas. En fait, chaque réglette est reliée à une ressource. Alors si vous voyez bien, regardez, cette ressource-là qui est la balle est reliée à cette réglette-là, à côté du jeu de balle, vous verrez tout ça est lié. Cette réglette-là est liée à cette ressource temple qui est proche de cette zone-là, ce n'est pas pour rien. Cette ressource-là est liée à la ressource nourriture qui est cette réglette-là, qui va plutôt être liée avec ça. Et cette réglette-là est reliée à la ressource crâne qui est plutôt reliée avec cette action-là. Donc ça, chaque réglette est liée à une ressource. Mais il faut savoir que l'on va faire... on va gagner donc des ressources, comme je vous l'ai dit, et à chaque fois qu'on gagne des ressources, ce cube ici baisse. Ah, et oui, c'est la pénurie de plus en plus. Donc ce cube va baisser, et comme vous allez le voir, plus il va être bas, moins on va gagner de ressources à chaque fois qu'on va en chercher pour le type considéré. Vous allez voir comment la mécanique marche, mais c'est un des systèmes de pénurie de ce jeu. Plus la partie va avancer, plus vous risquez de gagner de moins en moins de ressources. Alors vous dites pas, oh bah le jeu va être de moins en moins sympa. Non, c'est pas vrai. Parce que la catastrophe finale, où vraiment ça devient galère, s'approche vraiment de la fin de la partie. L'équilibre pour ça est à mon avis bien trouvé. Moi je l'aurais peut-être durci un peu, j'aurais peut-être rendu un peu plus rude que ça, mais peut-être qu'il y aura un léger rééquilibrage. Après, le Kickstarter, oui, parce que je crois que je l'ai oublié de vous le dire, c'est un proto, mais il y a un Kickstarter qui a lieu en novembre 2022. Je fais cette vidéo toute fin octobre 2022. Donc, comme je vous l'ai dit, ces cubes-là vont baisser, et d'ailleurs, vous avez un des 2 critères de fin de partie, là. Si vous avez 2 cubes qui arrivent tout en bas sur les productions de ressources, la partie s'arrête. Ça veut dire qu'on finit le tour en cours, bien sûr, pour que tous les joueurs aient fait le même nombre d'actions, et puis la partie s'arrête, point. Hein, donc, il faut faire bien attention à ça. Dans notre partie, il y a un joueur qui a déclenché la fin de partie, il s'en est pas rendu compte. Il n'a pas fait attention. Donc, encore une fois, c'est un des critères de fin de partie quand il y a 2 cubes qui sont tout en bas. Alors, vous verrez les cubes descendre en même temps, hein, parce qu'évidemment, quand une ressource commence à être en pénurie, on va plutôt aller chercher à en avoir d'autres. Enfin, vous allez voir comment ça marche, mais on va essayer de... Ça descend à peu près tout en même temps, mais il y en a quand même 2. Nous, dans notre partie, quand il y en a 2 qui sont arrivés tout en bas, c'est comme ça qu'on a déclenché la fin de la partie. Celui-là n'était que dans la zone du milieu. Il n'était même pas passé dans la dernière zone de pénurie. Et puisque je vous parle des ressources, on va venir à votre première action de chacun de vos tours, c'est de gagner des ressources. Alors il faut savoir, pour ça on a un sac avec des jetons ressources, et chaque joueur en début de partie en a 4. Hop, je vous les sors au hasard. Alors c'est les 4 ressources que je vous ai montrées tout à l'heure. En a 4, on commence tous avec 4 ressources tirées au hasard. Hein, voilà, moi j'ai ça, alors vous allez voir comment ça fonctionne. Alors non seulement 4 joueurs, chaque joueur a 4 jetons comme ça, mais en plus on va poser les jetons ici dans la zone de gain de ressources. Alors on le fait au hasard, d'habitude. Hop, voilà, j'ai 2 emplacements ici, un autre ici, et enfin un ici. Voilà. Alors, comment je gagne des ressources au tout début de mon tour? On a des jetons comme ça, c'est certain, et si j'en ai plus, parce que vous allez voir, vous les consommez. Si vous avez fait la bêtise d'arriver au début de votre tour sans jetons, vous ne gagnez pas de ressources à ce tour. Mais enfin, c'est impossible, ça ne doit pas arriver, enfin, je vois pas comment ça peut arriver. Lorsque c'est à moi, pour gagner les ressources, je vais aller me poser sur les 4 zones qui sont ici de la pyramide, puisqu'on a des zones avec des zones carré, comme ceci. Donc je vais poser dans ces 4 zones. Alors vous avez des caches en fonction du nombre de joueurs. Quand on est 3 joueurs, on ne joue pas avec ces zones-là. Et quand on est 2 joueurs, on ne joue pas avec encore d'autres zones. Pourquoi? Parce que je vais poser ça, ça va y rester. Donc au fur et à mesure de la partie, on va remplir ces 4 zones avec ces jetons. Et c'est le deuxième critère de fin de partie. Si toute la pyramide est pleine, à ce moment-là, on va finir le tour en cours, et la partie est terminée. Donc les 2 critères, si 2 cubes de ressources arrivent tout en bas, sur les 4, et si on a rempli l'intégralité de la pyramide avec nos jetons ressources, la partie s'arrête. Donc quand je veux gagner une ressource, c'est bien simple. Je pose mon jeton ici, immédiatement, alors là en l'occurrence la nourriture, c'est cette piste là-bas, je baisse de 1 cran la nourriture, et bien oui, à chaque fois que j'en prends, la pénurie se rapproche, et je gagne combien de nourriture, comme c'est indiqué sur les réglettes. En fait, sur chaque réglette, tant qu'on est là, on gagne 2 nourritures, quand le cube sera là, on n'en gagne plus qu'une, et quand il est là, on en gagne 0. Et oui, là, c'est la pénurie totale. Alors, il y a d'autres moyens d'avoir des ressources dans le jeu, mais vous allez voir. Donc, dans cette situation-là, premier joueur, il fait ça, et bien il gagne 2 nourritures. C'est tout? Non. Parce que quand vous placez
un de vos jetons. Mettons le deuxième joueur, il vient placer le jeton ici. Donc, comme je vous ai dit, il place son jeton, immédiatement il regarde, la balle, c'est 2 ressources, donc il va gagner 2 ressources de balle, qui va donc monter son petit jeton ici, donc on a des jetons exprès, hein, pour dire qu'il a gagné 2 jetons de balle. Et maintenant, comme il est à côté orthogonalement à un autre jeton, il gagne aussi la ressource. Alors la ressource qu'il gagne, parce qu'il est orthogonal, ne baisse pas, elle, hein, on baisse que la ressource qu'on pose. Et là, en l'occurrence, il gagnerait 2 balles, et combien de nourriture? Bah, comme on est encore ici, eh ben, il va gagner 2 nourritures. Donc il gagne 2 balles et 2 nourritures. Donc oui, vous avez bien compris, si j'avais été comme ceci, et que je venais poser mon jeton comme ceci, je vais gagner 2 balles, puisqu'on en est là, j'aurais dû mettre les petits cubes, 2 nourritures, parce qu'on en est là, et à nouveau 2 balles. Donc juste en posant un jeton, je gagne beaucoup. Alors vous vous dites, bah, on va tous se mettre les uns à côté des autres, et pauvre premier joueur. Mais en fait, au début de partie, ça c'est bien fait. Non, pourquoi? Parce que regardez, vous avez ces symboles là. Quand vous posez un jeton là-dessus, vous gagnez évidemment la ressource en question, n'oubliez pas de baisser le cube, et vous baissez le cube avant de la gagner. Hein. Donc si vous avez une ressource qui est ici, excusez-moi, si vous posez un jeton pour gagner de la balle, vous n'allez pas gagner 2 balles, hein. Vous allez en gagner qu'une, parce que vous allez basculer juste ici. Donc ça, encore une fois, je viens ici, je gagne donc mes ressources, mais comme j'ai posé sur un truc comme ça, je gagne 2 ressources en plus de mon choix. Et oui. Donc dans la dynamique du jeu, très souvent, en début de partie, on vient se poser là-dessus, et puis les autres joueurs font pareil. Et de préférence loin des autres pour pas offrir une opportunité à un troisième joueur. Hein. Je vais certainement pas me poser comme ça. Hein. Là, certes, je gagne 2 ressources au choix, plus mes ressources de balles, mais le joueur suivant, il se pose ici, et bim, bim, il déclenche tout ça. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc non, je vais aller me poser ici. Donc au début du jeu, en règle générale, on se dispatche, on ne se touche pas. Puis vous allez voir, il y a un carré, en règle générale, qui va commencer à se remplir, parce qu'au bout d'un moment, on les aura tous faites. Hein. Il y a un carré qui va commencer à se remplir, et puis alors là, on va rester dans le carré pour essayer de s'optimiser au maximum. Et quand vous posez vos jetons, évidemment, vous allez essayer, de gagner le maximum de ressources en fonction des autres tuiles orthogonales, mais en même temps, de ne pas offrir aux autres joueurs un positionnement favorable. Alors, ce ne sera pas toujours possible, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, vous avez vu comment on gagne des ressources, vous avez vu ce symbole, mais alors ce symbole-là, qu'est-ce que c'est? Alors, ce symbole-là, ce tourbillon, c'est un événement. Comme je vous l'ai dit, dans le jeu, il y a des événements. Et ça, en début de partie, vous allez poser une de toutes ces cartes événements. Alors, les cartes événements sont données, regardez, ici, alors pareil, le doré se voit pas très bien, mais ça sera changé. Là, en fonction de la carte événement, la partie sera plus ou moins longue. Là, elle est courte, là, elle est longue. Et puis, vous avez intermédiaire, qui est là, par exemple. Et en fonction du symbole ici, ça rendra la partie plus ou moins rapidement difficile ou pas. Vous voyez, là, elle devient vite, très difficile. Là, ça va, c'est soft. Et en première partie, d'ailleurs, il vous conseille cette carte événement que l'on vient poser ici. Donc, si je pose mon jeton sur un tourbillon, hein, donc ça arrivera, ça déclenche un événement, mais pas que. Le tourbillon, c'est, on mélange tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les cartes que vous avez ici et toutes les cartes que vous avez ici, on les vire et on les remplace par de nouvelles. Par exemple, on a un tas, bon, qui n'est pas très gros pour l'instant, de cartes hôtel. Par contre, les cartes personnages, on en a vraiment, on a un très gros tas. Donc, première chose, quand vous venez ici, ça vous permet de virer toutes les cartes. Alors, il faut bien y penser, parce que s'il y a des cartes ici qui vous intéressent, bah, allez pas faire un tourbillon, parce que vous allez les virer, vous savez pas ce qui va arriver derrière, hein, c'est au hasard. À l'inverse, si vous voyez qu'il y a une carte qui va beaucoup intéresser un autre joueur, bah c'est peut-être intéressant d'aller sur un tourbillon pour faire un changement de toutes les cartes et l'embêter. Hein. Alors vous allez voir comment on utilise ces cartes après, mais en tout cas, ça ne s'utilise pas comme ça n'importe comment. Donc premier effet, on change toutes les cartes. On va sur un tourbillon, d'où le petit tourbillon de mélange. Deuxième effet, on déclenche un événement. Lequel? Alors pour ça, ça sera un de tout cela, et on a un dé. Et une jolie tour qui va avec. Alors utilisez-la, ça paraît un peu ridicule d'utiliser une tour à dé pour un seul dé, que voilà, toujours en doré, ça j'espère que ça va rester doré. Mais en fait, c'est quand même utile. Donc je jette le dé, il tombe sur une face. Ça signifie quoi? Quand on fait un tourbillon, ça signifie qu'il va arriver l'effet du symbole qui est apparu. Tout simplement. Alors, ça, évidemment, c'est du hasard, mais néanmoins, en début de partie, on sait exactement tout ce qui va arriver. Exactement. Alors, je peux vous le dire, sur cette carte de base, c'est très simple. Si vous avez la fusée, comme c'est arrivé ici, vous devez perdre une ressource balle, comme je vous ai montré, par carte qui sont ici, que vous auriez stocké à côté de vous. Alors, vous le savez, hein? Donc, quand on a cette carte-là, en début de partie, on va peut-être pas stocker comme des malades en permanence, hein, surtout quand vous voyez que peut-être un événement va survenir, parce que pareil, quand ça arrive, le tourbillon, vous voyez bien s'il y a un risque que ça arrive. Bon, là vous gagnez 2 ressources, tous les joueurs, hein, ça pas que tous les joueurs, chaque joueur gagne 2 ressources, là vous voyez on baisse de 1 là-bas, la pénurie pour l'alimentation, ça c'est lié avec ça, je vous expliquerai plus tard. Ici, vous allez gagner une ressource crâne pour chaque carte personnage que vous auriez utilisé dans la partie, vous verrez on les défausse, on se les garde de côté pour pouvoir les compter, et là vous voyez si c'est ça qui apparaît, ben c'est ça qui baisse d'un niveau. Mais comme je vous l'ai dit,
Les cartes ici, vous voyez là c'est surtout baissé de niveau, enfin tous les effets sont différents. Donc en début de partie, selon ce qu'on choisit, pour la difficulté et la longueur, tous les joueurs savent, il faut évidemment tenir compte de ça, voir venir les événements et voir ce qui peut nous tomber dessus. C'est indispensable. En tout cas, si vous faites un tourbillon, on vire toutes ces cartes-là, on jette le dé et on déclenche l'événement. Mais ce n'est pas tout. En effet, on peut déclencher des événements autrement. À chaque fois qu'un cube va passer un palier, donc il y en a deux, mais aussi quand il va arriver au dernier emplacement, on déclenche un événement. Alors ça, c'est écrit, je vous le montre sur le petit plateau de joueurs, regardez, vous avez un petit orage qui apparaît ici, pardon, je vous mets à l'envers, enfin je vous mets à l'envers non parce que ça descend comme ça. Donc vous voyez, si le cube descend, boum, si je passe un palier, petit orage, si je passe un palier, petit orage, et pareil. Et en plus, regardez, vous avez un petit point. Pourquoi? Parce que c'est un orage, c'est un événement, et qui impacte aussi le lieu 1. Puisqu'il y a un point. Là, vous voyez, ça impacte le lieu 4, c'est-à-dire ce lieu-là. Alors, si le cube descend, on déclenche immédiatement l'événement. Alors, il peut descendre dans différentes situations, mais si vous venez de prendre des ressources et que vous faites passer le cube ici, première conséquence, vous ne gagnez pas 2, mais 1, ou si vous faites passer ici, vous ne gagnez pas 1, mais 0. Et deuxième conséquence, on déclenche l'événement avant que vous preniez vos ressources. Avant que vous preniez vos ressources. Comment on déclenche l'événement? Alors, c'est pareil que sur le tourbillon, on va jeter le dé, ici, là, et on va déclencher l'événement de la carte en fonction du dé. D'accord? Attention, si deux événements se déclenchent dans le même tour d'un même joueur, enfin dans le tour d'un même joueur, on ne le jette pas 2 fois le dé. Voilà, alors c'est tout à fait possible. Vous voyez, ici, ça peut faire baisser des ressources. Je peux déclencher un événement tourbillon, remplacer les cartes, je jette le dé, ça tombe là-dessus. Ici, pouf, je fais passer un palier, donc il y a à nouveau un événement. Si ça s'enclenche, on ne relance pas le dé, on ne refait pas 2 fois l'événement. Ah bon, ça sert à rien? Si, parce que certes, l'événement tourbillon ou l'événement orage déclin déclenche à chaque fois le jet d'un dé, mais encore une fois, qu'une seule fois par un tour de joueur. Si l'événement tourbillon vous fait changer toutes les cartes, l'événement déclin vous entraîne un vrai déclin. Ce vrai déclin, c'est quoi? C'est que tout doucement, il y a des actions du jeu qui vont disparaître. Et quelle action? C'est indiqué ici. Si c'est ce cube-là qui passe cette zone-là, à ce moment-là, c'est cette action-là qui va être impactée par le déclin. Comment cette action est impactée? En fait, ça va bloquer tout doucement des zones. Pour ça, on a des petits jetons comme ceci, orage, j'essaie de vous faire briller, voilà que vous voyez, et on va le faire. Alors c'est très simple, je vous ai dit qu'ici c'était des zones de pause d'action, vous allez voir, on a des cartes, on va pouvoir déclencher des actions, et là je peux poser pour faire une action. Si je passe ici, ça va impacter là, je passe l'orage, je regarde l'icône du dé, là c'était le soleil comme ça, et je viens bloquer avec mes petits jetons les zones d'action soleil. Il y en a 2 ici. Et donc ça veut dire qu'à partir de maintenant pour la partie, j'ai 2 zones d'action où plus aucun joueur ne pourra aller. Ça, c'est pour cette zone-là. Si vous avez cette zone-là, regardez, pareil, vous avez le symbole du dé, vous regardez le symbole du dé qui est tombé, et si on est dans cette situation-là, vous virez la carte qui correspond, alors vous la remettez sur le dessus du tas. Alors c'est important parce que les cartes qui sont là, vous avez peut-être visé de les prendre, celle qui se vire, s'il y a un événement qui arrive, elle vient sur le dessus du tas. Donc ça veut dire qu'elle va ressortir très vite. Ça, c'est une bonne idée. Donc je viens poser un jeton, maintenant il n'y aura plus le choix parmi 6 cartes, mais parmi 5 cartes. Et comme je vous l'ai dit, comme il y a une importance du côté des cartes, ça joue. Ça, c'est si ce cube-là, de cette ressource-là, passe un palier. Si cette ressource-là, la nourriture, à ce moment-là, c'est une ville qui est ici, qui ne sera plus accessible. Alors, le plus simple, vu qu'il y a des jetons, vous allez voir quand je vous expliquer l'action, pouf, qu'on retourne, c'est le plus simple, c'est de retourner le jeton plutôt que d'aller mettre un petit jeton comme ça. Alors ça, c'est important, pourquoi? Oui, parce que je vous l'ai dit, ici, plus vous avez de villes dans lesquelles vous êtes ambassadeur, plus vous marquerez de points. À partir du moment où une ville se retourne, plus personne ne peut y aller. Donc si vous n'y êtes pas allé, avant qu'elle se retourne, tant pis pour vous. Alors ça, évidemment, ça crée un petit truc. Comme ça commence en -10, -5, c'est que moi, c'est ce que je me suis dit. A priori, tout le monde va au moins aller vite, se mettre sur les villes. Parce que si elles se mettent à fermer, c'est un peu embêtant. Maintenant, vous avez vu, il faut que les cubes passent ces zones-là. Donc, vous le voyez venir. C'est pas une surprise. Parce que pour fermer un lieu, c'est vraiment un événement des pistes de déclin. Donc, et en plus, pour ça, il faut que ce soit celle-là. Donc, si votre cube est ici, il n'y a pas de stress. Avant que ça fasse fermer une zone ici, il faudra que le cube passe cette zone-là. Donc, c'est bon, vous avez le temps. Vous n'allez pas vous rusher là-dessus. Bon, moi j'y suis allé quand même, peu importe, il faut chacun choisir une stratégie, mais vous surveillez ça, évidemment, si le cube est ici ou là, réfléchissez, il est peut-être temps d'aller faire les villes si vous êtes parti là-dessus, parce que là, il y en a qui vont fermer. Donc là, vous perdez une carte, là, vous perdez 2 zones d'action, ici, une ville ne pourra plus jamais être accédée. Alors ceux qui y sont déjà allés, tant mieux pour eux, ça reste vrai. Et ici, comme vous voyez, vous avez aussi des cartes, comme là et comme là. Écoutez, c'est exactement la même chose. Vous voyez, les symboles se reprennent comme ici. Vous prenez un jeton, vous virez la carte, mettons, du symbole du dé. Vous posez ici, la carte revient sur le tas. Et cette zone-là ne sera plus jamais, il n'y aura plus jamais de carte à cet endroit-là.
tout simplement. Donc, ça vire des cartes que l'on peut acquérir ici, ça vire des cartes que l'on peut acquérir ici, puis ça gêne pour pouvoir se mettre d'un côté ou de l'autre pour les points de victoire. Ça vire des zones d'action ici, et ici, ça rend des villes inaccessibles. Ça, c'est uniquement quand un cube passe un palier. Donc, comme vous le voyez, vous avez deux paliers, donc au maximum, ça va faire, enfin, 2 paliers. Et quand il arrive au bout, ça marche aussi. Hein. Donc, ça va vous faire 8 paliers au total, plus un qui arrive au bout, ça fait 9. Alors, quand le dernier arrive au bout, ça fait 10, mais c'est la fin de partie, puisque quand il y en a 2 qui arrivent, c'est la fin de partie. Donc ça s'anticipe. Hein. Il faut regarder où sont les cubes et ce que ça va déclencher. Alors évidemment, comme quand vous gagnez des ressources, vous commencez par baisser le cube. En règle générale, quand vous avez une ressource qui est à limite, on se rush pas dessus, quoi. Hein. Derrière, on va essayer de gagner d'autres ressources, parce que vous allez voir, on peut arriver à s'équilibrer. Donc du coup, c'est pas forcé que cet événement arrive immédiatement. Donc, je vous récapitule ce gros passage. Quand je veux gagner des ressources, je pose mon jeton. Je gagne autant de ressources en fonction du cube déclin de la ressource en question. Si j'ai d'autres jetons orthogonaux, j'ai bien dit orthogonaux, je gagne les ressources orthogonales en fonction du niveau du jeton de déclin, du cube de déclin. N'oubliez pas surtout de commencer toujours par baisser d'un cran le cube de la ressource que vous avez posé, pas celle que vous gagnez. Ici, je gagne 2 ressources en plus au choix. Ici, je déclenche mon dé événement pour la carte ici, et je vire toutes ces cartes-là, on les change complètement. Si le cube passe un palier, bon, déjà, je gagne une ressource de moins, parce qu'on commence par cette action-là, et ensuite, avant de gagner les ressources, immédiatement, je déclenche l'événement de la carte. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, dans le tour d'un seul joueur, on ne peut pas déclencher 2 fois la carte événement, on ne le fait qu'une fois. Mais par contre, l'effet secondaire de l'événement n'est pas le même pour le tourbillon ou le passage, hein, puisque le tourbillon, on change les cartes, et le passage, on bloque des actions dans les 4 zones d'action. Oui, dans celle-là, on ne bloque pas. Dans les 4 zones d'action, ben, c'est le gain de ressources. Hein. Dans les 4 zones d'action, pardon, du jeu. Donc ça, c'est le gain de ressources, c'est votre première action du tour. Lorsque vous avez fait ça, avec ou sans événement, parce qu'évidemment, il n'y a pas toujours un événement, et d'ailleurs, en début de partie, il n'y en a pas, hein, parce que d'abord, les cubes sont très hauts, donc ils ne vont pas passer ces paliers-là, et on ne va pas là-dessus, hein, en début de partie. Donc, en début de partie, vous n'avez pas d'événement, c'est boum, je pose, je prends mes ressources, et je continue avec ma deuxième phase, qui est de poser mon totem. Alors, on a tous un jeton, alors vous allez voir, il a 2 faces comme ça, et on va choisir l'action qu'on fait. Alors, quand on commence la partie, évidemment, je vais sur la zone d'action de mon choix. Mettons que je veuille aller sur cette zone d'action, enfin, je vais vous dire sur celle-là, plutôt, vous la voyez bien. Comment ça marche? C'est tout pareil. Hein. Vous allez prendre votre totem, choisir sa face et le poser sur la zone du haut. Vous posez ici. Et vous allez déclencher ce qui est écrit en dessous. C'est toujours pareil, c'est un coût en ressources. Là, vous payez une ressource comme ceci, là, hôtel. Ici, vous allez payer, taxer là, pardon, un crâne en ressources, donc il faut l'avoir. Hein. Ici, vous payez une ressource balle. Ici, vous payez une ressource nourriture. Donc déjà, si vous décidez de faire une action, il faut avoir cette ressource en stock. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas aller faire l'action. C'est interdit. Donc vous posez votre totem et ensuite vous faites l'action du lieu, tout simplement. Je vais vous expliquer. Tour suivant, vous êtes toujours là et c'est à vous de jouer. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors vous pouvez partir du lieu puis aller vous mettre ailleurs, hein. Voilà, vous repayez une ressource en fonction du lieu où vous arrivez, ou bien, ce qui est quand même beaucoup mieux, vous refaites la même action. Pourquoi c'est beaucoup mieux? Quand vous refaites la même action, vous tournez, comme ça, comme je viens de vous le montrer, dans le sens là, et immédiatement vous déclenchez ce qu'il y a en dessous. Alors autant le premier coup, c'est payer des ressources, autant là, x1, ça veut dire quoi? Eh bien, vous déclenchez l'icône qui a au-dessus de votre totem, une fois. En l'occurrence, immédiatement, je gagne une ressource. Donc je viens de gagner des ressources avant, je déplace mon pion pour faire mon action de cette zone-là, je regagne une ressource, de mon choix. Ah, c'est pas mal. Et si t'es sur l'autre face, vous avez compris, je gagne 2 points de victoire. Comme ça. Et puis, si je continue, j'étais comme ça, mettons, hop, tous les joueurs jouent, c'est à nouveau à moi, et je peux à nouveau partir, hein, si je veux, pour aller me poser, mais ça me coûte une ressource, ou alors je refais une 3e fois la même action, et je viens ici. Et là, c'est x2. Donc, ça veut dire que je gagne 2 ressources de mon choix. Vous voyez, vous pouvez, quand ça tombe très bas, avoir des gains de ressources différemment. Ou alors, vous avez bien compris, je gagne 4 points de victoire, selon la phase sur laquelle j'étais. Alors, vous décidez de votre phase quand vous posez, mais quand vous tournez, vous ne changez pas de phase. Hein. Une fois que c'est posé pour tout le tour. Et si j'étais là, que j'avais fait 3 fois l'action et que c'est à nouveau à moi, je n'ai pas le droit de revenir là. Je suis obligé, il y a une petite flèche, je suis obligé de quitter le lieu pour aller faire l'action d'un autre lieu. Hein, je ne peux pas tourner comme ça non-stop sur le même lieu, c'est pas possible. Et donc, je vais aller faire l'action d'un autre lieu, évidemment, en payant. Alors, le seul lieu où vous ne payez pas, c'est le lieu des... Ici, pour gagner des ressources, vous allez voir, enfin les tuiles ressources, puisque en fait, quand vous posez là, vous faites une fois l'action, soit gain de ressources, soit point de victoire, puis quand vous tournez, vous gagnez 2, puis 3. Alors, tourner 3 fois ici, c'est que pour gagner ces tuiles-là, c'est pas hyper utile, parce que vous allez faire plein de tuiles, ça sert pas à grand-chose de les thésauriser comme ça. Vous avez compris qu'on en pose une
par tour, donc c'est pas la peine d'en avoir 15 non plus. Hein. Mais par contre, ici, c'est x3 quand même. Donc si vous arrivez ici, vous le faites 3 fois, vous gagnez 3 ressources. Tout de suite, ou vous gagnez 6 points, ce qui est beaucoup. Hein, ce qui est beaucoup. Moi, vers la fin de ma partie, j'étais là, je l'ai fait une 3e fois alors que c'était pas hyper utile, mais ça me faisait 6 points quand même. Donc je l'ai fait. Hein, donc c'est le seul endroit où c'est x1, x2, x3. Partout ailleurs, c'est une ressource qui correspond à l'action à payer, puis après c'est x1 et x2 uniquement. C'est comme ça que cela fonctionne. Et que se passe-t-il si je suis là, et si un autre joueur veut venir? Eh bien, si un autre joueur vient, mettons bleu, décide de faire cette action-là, je suis là, il me pousse. Tac, et je viens là. Et lui, il vient là. Bon, lui, il paye la ressource, etc. Et moi, qu'est-ce qui m'arrive? Rien. C'est-à-dire que quand ça vous arrive, vous ne déclenchez pas ce qu'il y a en dessous. Eh oui, alors ça, c'est moins bien, du coup, parce que vous ne le déclencherez pas. Quand ça sera à vous, vous viendrez ici, vous ferez le x2, mais vous n'aurez pas fait le x1. Et si un 3e joueur vient, mettons, il vient ici, qu'est-ce qui se passe? Il pousse bleu, qui pousse jaune, qui vient là, et qui vient là, mais je le répète, jaune, là, ne déclenche pas ça. Et bleu ne déclenche pas ça, parce qu'on l'a poussé. Eh oui, alors si ça arrivait, ça, jaune, il est un peu mauvaise, parce qu'il est passé sur les 2 ronds, mais il n'a rien déclenché du tout. Et si un 4e joueur venait, ou si vous étiez, voilà, comme ça, si le 4e joueur vient, ou si on vous pousse, et que vous êtes ici, que se passe-t-il? En fait, vous devez partir, hein, et aller sur un autre lieu. Mais par contre, sans déclencher là où vous posez. Alors là, par contre, c'est sympa, parce que du coup, vous vous posez sans payer la ressource. Donc là, c'est mieux. De vous faire jeter dehors, ça c'est positif pour vous, mais sinon c'est généralement pas positif, ce que vous perdez, ce que vous essayez de gagner là, en petit bonus. C'est comme ça que marchent ces pions totems, avec des gains de points de victoire ou de ressources, quand c'est à votre tour de faire votre action. Je le répète, gain de ressources, puis action sur le plateau. Allez, on va voir les actions, et puis en même temps, je vous parlerai de la pyramide à chaque fois que ça match. Je vais commencer par l'action 2, qui est celle-là, qui est celle de gain de ressources. Si vous allez ici pour faire cette action, donc vous gagnez soit 2 points de victoire, soit une ressource si vous êtes là, puis bon, ce que je viens de vous expliquer. Et ensuite, que faites-vous? Quand vous faites ça, vous gagnez immédiatement ces 2 jetons-là. Ça, vous les gagnez, bah, c'est cette action. Ça vous coûte rien? Bah non, parce que c'est quand même là que vous allez pouvoir gagner ces jetons pour après gagner des ressources. Donc cette action-là, tout le monde va la faire hein, dans la partie, ça c'est certain. Donc vous gagnez ces 2 jetons-là. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, dépenser une ressource pour gagner ces 2 jetons-là. Alors ça, c'est pas des ressources, c'est des jetons, vous vous souvenez. Ça sera ces jetons-là qui me permettront de gagner des ressources à mes tours suivants. Hein. Donc j'ai potentiellement un gain de crâne là et de maïs. Alors évidemment, vous regardez aussi où sont les pistes quand vous allez choper les jetons là. Et puis vous regardez le stock de jetons des autres joueurs. Excusez-moi, je vous fais un peu de stratégie, mais si vous voyez qu'un autre joueur a plus qu'un seul jeton, vous en avez 2, et que les 2 jetons là vous plaisent pas du tout, laissez l'autre aller là, il sera bien obligé d'y aller avant vous, hein, parce que sinon il n'a plus de jetons. Et puis comme ça, on va les remplacer. Parce que vous gagnez ces 2 jetons là. Si je veux, je perds une ressource pour gagner ces 2 jetons là, si ça m'intéresse. Ou alors, et j'ai bien dit ou alors, vous gagnez, je vais vous les reposer, hein, parce qu'après on les remplace en piochant dans le sac hein, que vous avez qui est là-bas, ou alors, soit vous gagnez ces 2 jetons-là, ou alors vous dépensez une ressource, alors vous allez voir pourquoi il y a écrit ça, une ressource pour gagner une extension de stock. Et oui, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, on a des jetons, au début de partie on peut avoir que 4 ressources maximum de chaque type. Si vous gagnez des ressources et que vous dépassez, vous les perdez, hein, vous ne les gagnez pas, mais regardez, je peux rajouter une extension de stock. Et puis, je ne suis pas limité, il y en a plein dans le jeu, donc je peux comme ça rajouter plein. Et bien, si vous voulez, vous allez là, vous payez quoi? Une ressource, comme pour gagner ces 2-là, mais vous payez en plus une ressource pour extension de stock que vous avez déjà. Eh oui, quand même. Donc, si je mène ma 5e extension de stock, ça va me coûter 6 ressources pour la rajouter, quoi. Hein. 4 et 1, 5 ressources pour rajouter ma 5e. Donc, ça, c'est pour avoir... Encore une fois, des jetons ressources, vous gagnez ces 2-là, une ressource, j'en gagne 4 au final, ou alors, j'ai bien dit ou, hein, vous faites soit ça, je paye une ressource plus une ressource pour l'extension que j'ai déjà pour gagner une extension en plus. Alors vous me dites, bon, enfin ça sert à rien d'avoir énormément d'extensions, alors il faut savoir qu'en ressources, on peut monter très haut. Hein. Moi je suis monté très haut, donc j'ai dû passer 4 extensions sans problème, mais il y a aussi cette piste-là. Alors cette piste-là, elle est importante, pourquoi? Parce que regardez, c'est en fonction du nombre d'extensions que vous avez. Au début, vous perdez 6 points de victoire par extension que vous avez. Alors, si vous commencez à en avoir, vous n'allez pas rester là. Là, vous en perdez 3. Alors là, évidemment, vous perdez toujours 6, hein, évidemment. Là, je perds 3 points de victoire par extension que j'ai. Là, je ne gagne pas, je ne perds pas, je suis à 0. Ici 3, mais ici 6 points de victoire. Si vous montez jusqu'ici, vous allez gagner 6 points de victoire en fin de partie par extension que vous avez. Ah oui, alors évidemment, moi j'avais commencé par prendre des extensions, ça dépend un peu de ce qu'en font les autres joueurs aussi, donc je suis monté très rapidement ici. Et en plus, il y a une course là. Pourquoi il y a une course? Eh bien parce que j'ai des jetons. J'ai un jeton 3 points de victoire que je viens mettre là, un jeton 8 points de victoire que je mets au-dessus, et un jeton 14 points de victoire que je mets au-dessus. Et en fait, dans ma partie, on est 2 joueurs à avoir commencé à prendre une extension comme ça. Et on a commencé évidemment
à essayer de monter ici. Alors, vous dites, bah, comment on monte ici? Alors, vous allez voir, on monte avec ces deux actions-là. Bah oui, ça se dispatche un peu. Mais, vous verrez comment on fait pour monter, mais on a commencé par monter ici. Et en fait, on a commencé à se taper la bourre. Parce que le premier arrivé ici, qui fut moi d'ailleurs, il va gagner ce jeton-là. Et il gagne immédiatement 14 points de victoire. Vous avez la piste de points de victoire, vous voyez, sur le côté du plateau, et on a des jetons pour monter jusqu'à 300 points, ou plus de 300 points. J'ai fait 150 points, je crois, à peu près, un peu moins, la première partie. Donc, encore une fois, on a ces jetons-là, donc on fait la course pour monter. Donc moi, évidemment, en début de jeu, c'est pour ça que j'ai fait pas mal cette action, parce que vous verrez, cette action, il n'y a pas que celle-là, hein, celle-là aussi, vous permet de monter. Dès que j'ai commencé à prendre des extensions, j'ai fait la course pour les 14 points. Donc je suis monté à fond. Alors évidemment, si c'est moi qui arrive avec un de mes prêtres en deuxième position, je prends le 8. Mais c'est rare. Parce qu'ici, il faut monter. Tout le monde montera, c'est indispensable. Donc généralement, on se tape la bourre, mais du coup, je monte que là. Les autres seront en bas. Et l'autre avec qui je me tapais la bourre sera le premier à aller prendre les 8. En règle générale. Donc ça, c'est par nombre d'extensions. Alors, petit point, 6 points de victoire par extension quand on est tout en haut, moi, je pense que c'est un peu fort. Alors, j'ai qu'une partie, attention, je n'ai qu'une partie. Hein, donc, je ne veux pas tomber dans le travers de beaucoup de joueurs qui font une partie d'un jeu et qui pensent avoir tout compris quand le créateur du jeu, lui, il en a fait 350. Donc, il faut rester humble. Donc, je reste humble. C'est un ressenti sur une partie, je peux me tromper, mais il me semble que c'est un peu fort. En fait, c'est un ressenti de jeu. C'est que plus tard dans la partie, j'ai pas arrêté d'en gagner, des trucs comme ça, parce que souvent, mathématiquement, c'était plus intéressant en point de victoire, puisque c'était 6 points de victoire en fin de partie. Donc, c'était un peu dommage, c'est quand je me suis retrouvé à augmenter ma zone de stock. Alors, on peut pas non plus aller en choper tout le temps, hein, mais c'était souvent plus intéressant, et je visais ça. Alors bon, c'est une stratégie, mais du coup, c'est un peu fort. Moi, je verrais mieux 5, voire même 4 points de victoire par tuile comme ça qu'on aura en fin de partie. Parce que comme vous voyez, les maximums pour les autres zones, c'est 2. Hein. Donc ça restera 2 fois plus élevé que ceux d'à côté, ça je pense que c'est important. Mais 6, ça me paraît un peu costaud. Hein. 6 points de victoire en fin de partie par tuile extension qu'on a, ça me paraît un peu fort. Mais bon, peut-être que je me trompe, hein, parce que j'ai qu'une partie, et peut-être que quand on fait 40 parties, on se rend compte que bah non, en fin de compte, c'est équilibré. Donc là, c'est le gain de tuiles ressources, et sans ces tuiles ressources, on ne gagne pas de ressources au début de notre tour, donc on en aura tous. La zone ici, qui est la zone des villes. Alors, on a plein de jetons, villes, comme ça, donc ça change d'une partie à l'autre, et on va venir les mettre, comme ça, sur les emplacements de villes, comme je suis en train de vous le faire. Donc quand je fais cette action-là, que ce soit pour une première fois, une deuxième, enfin peu importe, qu'est-ce que je fais? Je dépense des ressources. Alors, il faut savoir que vous avez des chemins, comme ça, qu'on va suivre pour aller dans les différentes villes de Maya, pardon. Déjà, ça vous coûte 3 ressources. À chaque fois que vous faites cette action. Si vous envoyez un ambassadeur ici, ben voilà, ça vous a coûté 3 ressources, plus la ressource indiquée en haut de la tuile. Hein. Là, en l'occurrence, c'est une balle. Alors, autant là, ça vous coûte les ressources de votre choix. Par contre, vous devez payer, si vous voulez aller là, une balle plus 3 ressources. Là, c'est une tête de mort plus 3 ressources. Par contre, ces deux villes-là, ça vous coûtera 1, 2, 3, 4 ressources au choix, plus la ressource indiquée sur la tuile. Et vous avez bien compris, les deux villes les plus éloignées, ça vous coûte 1, 2, 3, 4, 5 ressources, plus parfois, alors là, c'est le hasard, parfois 2 ressources. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7 ressources pour aller là, en sachant qu'il n'y en a qu'une d'obligatoire, toutes les autres, c'est celle de votre choix. Mais si j'avais eu ce jeton-là à la place, c'était 6. Donc plus on va loin, plus ce coût de ressources, c'est assez thématique. Ah, alors, qu'est-ce qu'on gagne? Alors déjà, je vous l'ai dit, lorsque vous faites ça, si, mettons, voilà, j'avais décidé, je vous l'enlève, hein, d'aller à cette ville-là, je dépense 1, 2, 3, 4 ressources de mon choix, plus une nourriture, et je pose mon jeton ici. Ça y est, j'y suis allé. Ça vous fait gagner quoi? Ça vous fait gagner pas mal de trucs. Déjà, vous gagnez immédiatement un jeton bonus. Dans un joli petit coffre, hein, que voilà, j'ai des jetons bonus, alors ils sont de 3 niveaux, alors vous voyez, c'est en doré, hein, c'est écrit aussi ici. Alors j'aime bien le doré, hein, c'est dommage, hein, ils vont le virer, je pense, la couleur dorée, alors moi je verrais bien des couleurs plus claires et garder le doré, parce que j'aime bien. Et en fait, j'ai des jetons bonus, ben j'en tire un, voilà. Si je suis arrivé ici, je tire des jetons bonus. Alors ils sont encore une fois de 3 niveaux, regardez, vous avez des petits ronds ici. Si vous posez votre jeton sur une de ces deux villes-là, vous tirez un bonus de niveau 3. Ici, sur ces deux villes-là, vous tirez un jeton bonus de niveau 2, et ici, vous tirez un jeton bonus de niveau 1. Alors évidemment, les 3 sont plus puissants que les 2, qui sont plus puissants que les 1, hein. Ça c'est évident, mais ils sont plus difficiles, il y a beaucoup de ressources à dépenser. Combien j'en tire? Je vous ai dit 1 à l'instant, mais c'est pas tout à fait vrai. Si vous retournez dans une ville avec la deuxième fois dans la même ville où vous êtes allé, eh ben vous allez tirer des jetons bonus qui correspondent au niveau de la ville, que multiplie le nombre d'ambassadeurs que vous avez là-bas. Si je faisais ça, par exemple, là, je tirerais 2 jetons de niveau 2. Après, les jetons, alors vous tirez au hasard, hein, mais c'est que des cadeaux, de toute façon. Là, vous voyez, c'est 2 ressources. Mais ça peut être des ressources, ça peut être de monter sur les pyramides, ça peut être plein de choses. Donc, de toute façon, c'est toujours positif. Alors, vous pouvez vous dire, ah, mais il y a du hasard. Oui, il y a du hasard, mais on s'en fout. Vous êtes toujours content du jeton bonus que vous tirez, hein, de toute manière. Donc, c'est pas vraiment un problème. Donc, encore une fois, ces jetons bonus, c'est vraiment pas du tout négligeable. Surtout les 3, là, ils sont quand même bien puissants.
puissant. Alors vous dites, bah super, je vais aller tout le temps dans la même ville, comme ça, au lieu d'en tirer un, j'en tire plusieurs, c'est génial. Oui, enfin, oubliez pas une petite chose quand même, c'est les points de victoire dépendent du nombre de villes différentes où vous êtes allé. Hein, et ça va de moins 10 à 40. Donc, à mon avis, avoir plusieurs ambassadeurs dans la même ville, je ne sais pas si c'est une très bonne idée. À moins d'avoir une stratégie où on va dans les 6 villes, et après on joue beaucoup avec les jetons bonus, en retournant, en faisant beaucoup cette action. Est-ce que ça peut marcher, ça ? Je l'ignore, je pense pas. Mais en tout cas, on a donc un petit paradoxe entre plus j'ai d'ambassadeurs, plus je tire de jetons bonus à chaque fois, mais par contre, il faut quand même que j'aille dans toutes les villes pour pouvoir scorer à la fin. Donc première chose, vous preniez un ou plusieurs jetons bonus en fonction de vos ambassadeurs, et deuxième chose, bah, vous prenez le bonus qui est indiqué sur la ville, bien sûr. Et là, c'est quoi? Bah, là, c'est par exemple prendre les 2 tuiles qui sont là, c'est 8 points de victoire, là, c'est aussi les 2 tuiles. Ici, c'est que vous allez pouvoir faire l'action, alors je vois pas bien, mais peu importe, elle est indiquée, hein, une des actions du plateau indiqué en payant une ressource de moins. Donc vous commencez à voir, vous allez pouvoir optimiser des coûts. Si je viens ici, je vais poser ici, je prends un jeton bonus, et en même temps je vais faire une autre action du plateau, tout ça dans mon même tour, donc j'aurais fait 2 actions, donc ça devient tout de suite sympa, 5 points de victoire, 5 points de victoire. Alors après ça dépend. Les tuiles, il y a une tuile, vous pouvez faire pour une ressource de moins n'importe quelle action du plateau. Tandis que là-bas, c'est indiqué, je crois que c'est l'action 2, vous êtes obligé de faire celle-là par exemple, hein, vous n'avez pas le choix. Donc, encore une fois, je paye les ressources, pas qu'un peu, je pose un ambassadeur, et ça c'est point de victoire fin de partie si je suis allé dans toutes les villes, 40, mais je commence à moins 10 et moins 5, donc on va au moins, comme je vous l'ai dit, dans 2 villes au cours de sa partie. Mais n'oubliez pas, quand vous avez un événement qui vient impacter, un événement orage parce qu'il y a pénurie en nourriture, et ben on retourne une tuile ville en fonction du dé, et celle-là, on ne peut plus y envoyer d'ambassadeurs. Évidemment, les ambassadeurs qu'on y a envoyés auparavant comptent dans le total de points de victoire pour la fin. C'est une ville qui est considérée comme faite. Alors c'est très thématique, il y a de moins en moins de nourriture, les villes s'effondrent, les ambassadeurs on les envoie plus, tout ça, ça marche bien. Bon, ça reste de l'euro, hein, le thème est plaqué, hein, je suis d'accord, mais néanmoins, ça marche bien. La zone des personnages. Alors je vous ai pas relié cette zone-là avec la pyramide parce qu'elle n'est pas reliée, hein, contrairement à ça et aux autres zones. Donc je vous ai mis les 6 cartes, alors on a tout un tas, hein, plein, hein, des personnages. Et comment on fait? Quand je viens là pour faire l'action, je vais pouvoir prendre une carte personnage, une seule, hein, on n'en prend pas plusieurs. Une carte personnage, c'est vraiment toujours la même chose, c'est-à-dire que vous payez les ressources qui sont en haut. Là, en l'occurrence, je paye une ressource balle, puis la ressource de mon choix, pour bénéficier de l'effet du personnage. Hein, c'est très simple. Alors, vous avez les effets éclairs, c'est des effets one-shot, hein, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser qu'une seule fois. Là, c'est par exemple, quand je ferai l'action 4 une autre fois, dans un autre tour, je paierai 3 ressources de moins pour la faire. Donc, je garde ça de côté, puis quand je veux, je l'utiliserai, mais une fois que j'aurai utilisé, je la défausse. Alors, gardez les cartes défaussées, hein, parce que vous savez, par exemple, ça, là, hein, cette action-là, c'est gagner un crâne par personnage défaussé. Donc ça, c'est des actions one-shot. Alors, vous pouvez l'utiliser aussi tout de suite. C'est-à-dire, vous pouvez prendre, alors pas celle-là, parce que vous ne pouvez pas déclencher l'action, mais par exemple, celle-là, je paye 2 ressources de mon choix et une ressource balle, je gagne 5 ressources nourriture, excusez-moi. Alors attention, regardez, au début, vous ne pouvez pas le prendre, hein, parce que vous êtes limité à 4. Enfin, vous pouvez, mais vous perdez une ressource. C'est quand même un petit peu dommage. Donc ça, soit vous le mettez, vous le gardez, soit vous déclenchez tout de suite. Je prends la carte, je la déclenche, je gagne 5 nourritures, je la défausse. Hein, c'est tout à fait possible. En faisant attention, encore une fois, à votre stock maximum. Alors, attention, parce que les cartes ne vont pas n'importe où. Regardez, les cartes, elles viennent au-dessus de votre plateau, là. Oui, donc ça veut dire qu'au début, vous n'avez que 2 emplacements. Ouais, vous n'en avez pas plus. Donc si vous avez déjà 2 cartes ici, le seul moyen que vous avez d'en avoir plus, ou de changer, soit de mettre des extensions, parce que du coup là j'ai 3 cartes possibles, plus il y a d'extensions, plus vous pouvez faire de cartes. Donc encore une fois, d'ailleurs, ça me fait penser que peut-être j'aurais dû faire autrement, parce que si je prends plein d'extensions, parce que je joue ça, autant peut-être jouer les cartes, pour pouvoir mettre plein de cartes. Ça me paraissait logique, mais enfin je ne l'ai pas fait. J'ai gagné quand même, mais enfin bon. Sur des joueurs expérimentés, j'aurais sans doute perdu. Donc encore une fois, le nombre de cartes que vous pouvez posséder en même temps dépend de ça, mais vous pouvez aussi gagner une carte, défausser une carte que vous avez là, même si vous ne l'avez pas utilisée, pour aller placer l'autre. Maintenant, évidemment, si j'ai une carte à effet immédiat que j'avais mis là et que j'en gagne une autre, je peux virer celle-là en disant je l'utilise et je la dépose et je la défausse. Ou je peux être plein en cartes, je ne peux pas en rajouter, mais j'en gagne une à effet immédiat, je l'utilise tout de suite, je la défausse tout de suite. Donc j'ai pas à la poser. C'est aussi possible. Hein. Pour prendre une carte, vous n'êtes pas obligé d'avoir un emplacement disponible, mais si vous faites ça et que vous n'avez pas d'emplacement disponible, c'est-à-dire que c'est une carte one-shot immédiate et que vous devez faire tout de suite, pour pas avoir à la ranger. Alors, il n'y a pas que des cartes, évidemment, one-shot immédiate. Vous avez des cartes à pouvoir infini, comme par exemple celui-là. Celui-là, ça veut dire quoi? C'est qu'à chaque fois que je pose un jeton comme ça, balle, pour gagner des balles, j'ai dit quand je le pose, hein, pas quand je en déclenche un en étant perpendiculaire. Mais quand je pose un jeton balle, je gagne une de plus. Donc ça veut dire que maintenant, cette piste-là, pour vous, c'est pas 2, 1, 0, c'est 3, 2, 1.
Hein, donc ça c'est pas mal quand même, hein, parce qu'il y a pour toutes les ressources, hein, ça. Et enfin, vous avez les cartes, point de victoire, fin de partie, que je vais rechercher en direct. C'est bien simple, il y a un petit soleil qui se couche en bas comme icône. Alors j'ai du mal à en trouver, c'est normal, il y en a très peu. Et alors ça, moi je trouve qu'il n'y en a pas assez. Bon, voilà, par exemple ça, vous voyez, je gagne, hop, je vais vous le montrer, je gagne 2 points de victoire par ressource comme ça, que j'aurai en fin de partie. Alors ça peut être beaucoup, hein, si vous en avez 14, c'est 28 points. Hein. Alors du coup, vous thésaurisez ça. Alors ça, oui, juste un petit point. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez de ces cartes. Vous voyez, regardez, j'ai du mal à en trouver. Hein, de ces cartes point de victoire fin de partie. Je trouve qu'il n'y en a pas assez parce que, comme je vous l'ai dit, moi, dans ma partie, je n'y suis pas allé là. Hein. S'il y avait eu des cartes point de victoire fin de partie qui sortaient plus souvent, eh ben, j'aurais fini par y aller quand même. Alors, je ne suis pas allé parce qu'en plus, il y a un joueur qui allait pas mal au début. Donc déjà, vous vous souvenez, vous avez des points de victoire par majorité ici. D'un côté, de l'autre, selon le côté où vous prenez votre carte, et puis global. Donc je voyais bien que j'allais pas tout de suite faire des points là, ou très peu, hein, 3 points ou 2 points. Donc c'était pas très intéressant pour moi d'aller commencer à prendre des cartes. Mais en plus, conséquence, si vous commencez à poser des jetons ici, il faut que vous montiez là. Sinon, vous faites des points négatifs. Alors, ok, si vous avez posé qu'un, vous faites 1-2, c'est pas un drame, mais quand même, c'est embêtant. Donc, allez chercher, allez faire une action, ça vous oblige un peu à monter sur la piste qui correspond ici. Et puis là, comme c'est des majorités, si vous y prenez un peu tard, la majorité, vous n'êtes pas prêt de la choper. Donc, ça m'a pas trop poussé à y aller. Et c'est pour ça que j'y suis pas allé du tout, au final. À cause de ces deux choses, il faut que je monte là alors que je montais ailleurs. Et de toute façon, au niveau des points, vu que j'étais largué en majorité, ça allait pas me faire grand-chose. Alors oui, j'ai pu en avoir quand même par d'autres moyens. Oui, j'ai pas eu les bonus des cartes, mais j'ai fait autre chose. S'il y avait eu beaucoup plus de cartes avec des points de victoire fin de partie, ça aurait rendu cet endroit-là plus intéressant. Et j'y serais sûrement allé. Donc j'aurais aimé qu'il y en ait un petit peu plus. En sachant en plus, l'idéal, ce serait qu'il y ait plusieurs tas là, de cartes et qu'on pioche pour remplacer dans le tas 1, dans le tas 2 ou dans le tas 3, mettons, en fonction de l'avancée de la partie. Avec évidemment les cartes qui sont dedans qui vont s'adapter à l'évolution de la partie. J'aime bien qu'on ait ces mécaniques-là. Bon, ça complique un peu, c'est vrai, mais ça aurait été sympa. Bon, en tout cas, là, ça marche bien, il n'y a pas de problème, mais vu la situation, vous pouvez ne pas... Enfin, moi, j'ai pu ne pas y aller, hein, ça m'a pas tellement dérangé. Voilà. Mais ça, c'est cette mécanique-là, point de victoire ici, et puis des cartes qui vont quand même vous apporter pas mal de bonus immédiats, infinis, ou point de victoire fin de partie, vous avez la chance d'en choper une. Et comme je vous l'ai dit, en fonction du nombre de jetons que vous aurez ici, et de l'endroit où votre prêtre est, vous perdez des points, -2, -1, ou il n'y a pas de point du tout, ou vous gagnez 1 point, ou 2 points par jeton que vous auriez là. Alors, il est normal au passage que cette piste-là vous rapporte plus de points que les autres, parce qu'en fait, vous allez voir les autres... Aller faire l'action, ça vous apporte pas mal de trucs. Là, faire cette action, c'est juste poser une tuile. Hein. Donc ça vous apporte rien. Ok, plus de stock, mais enfin au bout d'un moment, on s'en fout un peu. Donc ça apporte pas grand-chose. Donc c'est normal pour la valoriser un peu cette piste que ça fasse plus de points. Sinon, on la montrait pas, on s'en foutrait, quoi. Hein. Donc ça, c'est normal. Par contre, 6, c'est peut-être un peu fort, comme je vous le disais. Donc ça, c'est ça. Cette action-là, ça va être assez simple. On a des cartes hôtel que je suis en train de vous mettre, comme ceci. Voilà, hop. Et donc qui change, n'oubliez pas qu'on fait un tourbillon. Et les cartes hôtels, si je joue ici, mettons, voilà, tac, je viens, c'est à moi de jouer, je prends mon pion, je fais glisser tout le monde, hein, là, il touche rien, moi je décide les ressources, c'est bien, je paye une ressource comme ça, une ressource hôtel, et maintenant avec mon jeton, je vais faire une action, laquelle, regardez, vous avez 3 actions par carte, hein, et si je me pose là, vous avez bien compris, je vais faire cette action-là. Tout simplement. Alors, c'est pas gratuit, c'est jamais gratuit. Là, je paye une ressource hôtel plus 2 de mon choix, et vous avez bien compris, 2 ressources hôtel, c'est toujours celle-là, hein, plus une de mon choix, gna gna gna, et là, vous avez même une ressource hôtel plus 3 de mon choix, ce qui coûte 4 ressources tout de même. Et les actions, alors, c'est là où vous voyez que vous allez pouvoir monter. Je vous l'ai dit, comment on monte? Eh ben, c'est avec ces icônes-là. Hein, vous voyez, si je viens faire cette action-là, je vais faire cette action qu'on verra un petit peu plus tard, pardon, dans un instant, et je monte de 1 de mes prêtres. Là, je fais cette action-là, je monte de 2, là, je gagne 5 points de victoire, et je monte de 3 un de mes prêtres. Alors j'ai dit 1, hein. C'est-à-dire que quand vous montez, vous n'avez pas le droit de dispatcher les points. Si je fais cette action-là, j'ai pas le droit de faire monter 1 de 1 et 1 de 2. Vous en montez un seul de vos prêtres de 3. Enfin, c'est très bien, parce que 2, 3, en fait, à chaque fois, ça vous fait partir de négatif, si vous démarrez, à 0. Vous faites plus de points négatifs. Donc ça, c'est bien. Et c'est toujours des points de victoire, hein, habituellement. Quand vous faites 3, là, comme ça, c'est souvent des points de victoire. Alors, après, pardon, voilà. Vous ne voyez pas, je monte de 3. 5 points de victoire. Après, est-ce qu'il y a une stratégie comme ça? Je me pose la question. Est-ce qu'au début, ça peut être sympa d'aller faire ces trucs-là, de façon à monter vachement ses prêtres, tout en faisant plein de points de victoire? Donc on commence à partir sur les points de victoire, et pas qu'un peu, et en même temps on monte ses prêtres, de façon à s'ouvrir complètement le jeu derrière, et après on y va comme un fou sur le jeu. Je sais pas, est-ce qu'il y a une stratégie à faire comme ça? Peut-être. Moi j'ai pas fait comme ça, je suis allé sur des zones qui m'intéressaient, je suis allé beaucoup là-dessus, j'ai fait les civils, etc. Et donc derrière je suis monté, pardon, pas avec ça, je suis allé prendre ça, donc je suis
je montais ici, donc je suis allé faire ça pour faire juste monter ça, et en fait j'ai monté mes prêtres au fur et à mesure que je faisais les actions. Plutôt que de monter mes prêtres pour après faire les actions. Mais bon, je ne sais pas dans quel ordre c'est mieux de le faire. En tout cas, voilà, donc là, vous voyez, je gagne 5 ressources, là, une ressource au choix, 3 points de victoire. Je vais pouvoir faire l'action 5, qui est celle-là, en consommant une ressource de moins tout de suite. Hein. Donc je viens ici, je monte de 1 un de mes prêtres, et immédiatement, je fais l'action 5 avec une ressource de moins. Oui, ça c'est très fort, donc évidemment, on ne monte que de 1 de ses prêtres. Hein. C'est équilibré. Et après, des cartes, il y en a plein. Hein. Donc, les actions différentes, il y en a plein. Et à chaque fois qu'on fait un tourbillon, on les remplace. Tout simplement. Alors que se passe-t-il des jetons qui sont là quand on les remplace? Eh bien, les jetons orage là, de déclin ne bougent pas, ils bloquent définitivement des emplacements d'action. Par contre, quand on remplace toutes les cartes, tous les jetons des joueurs viennent dans cette zone de stockage ici. Hein, ça libère évidemment les places d'action, parce que quand on vient faire une action qu'on pose un de ces jetons, on bloque l'action. Donc au fur et à mesure, toutes les actions se bloquent. Donc ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on va faire le tourbillon, c'est pour dégager certes les cartes, mais surtout pour dégager tous les pions des joueurs, les amener ici et pouvoir refaire les actions. Alors après, c'est pareil, hein, vous voyez, il faut monter son prêtre ici, vous avez -2, -1, 0, 1 et 2, en fonction du nombre de jetons en fin de partie que vous aurez là, ou là, peu importe, hein, tous les jetons que vous aurez. Donc moi j'ai fait beaucoup ça, donc je l'ai monté à fond, hein, celui-là, hein, j'ai monté à fond celui-là, j'ai monté à fond celui-là, de toute façon je suis dans la config avec les pions de ma fin de partie à moi. Et j'ai touché les 14, que je suis le premier à être arrivé, par contre j'ai pas pris ni les 8 ni les 3, ce qui n'est pas étonnant, c'est d'autres joueurs. Donc ça, cette action-là, moi je trouve super, parce que vous montez ici, puis il y a quand même des actions qui sont bien sympas au-dessus. Donc moi j'ai bien aimé cette action-là. Ici maintenant, les cartes glyphes. Alors j'y pense maintenant, il y a un mode solo, hein, avec un automa. Donc les gens qui sont adeptes de jeux solo pourront y jouer. Alors je vous le dis là quand ça me vient, c'est-à-dire en plein milieu de la vidéo. Ben voilà, les gens qui seront arrivés jusqu'à ce moment de la vidéo le sauront. Donc ces cartes glyphes, en fait, il y a 8 glyphes différents. Alors je suis en train de vous les mettre comme il faut. Hein, et il y a 8 glyphes différents dans le jeu. Et on va poser les cartes comme ceci, avec un tirage qui m'aurait bien plu en début de partie. Et ben qu'est-ce qui se passe si je viens plutôt faire cette action-là, ou tiens, on va faire que bleu, lui, c'est à lui de jouer. Il est tout au bout ici, donc il ne peut pas refaire cette action, il est obligé d'aller ailleurs. Il décide de faire cette action, il paye immédiatement un crâne en ressources, tout simplement. Et il décide d'ailleurs après de faire des points de victoire plutôt, c'est ce qui lui plaît. Et bien, lorsque vous faites ça, vous vous posez et vous allez prendre les cartes, soit une, soit deux, soit les trois, là, au choix. Évidemment, c'est pas le même prix. Là, vous payez un crâne, une ressource au choix, 2 crânes, une ressource au choix. Mais vous prenez 3 cartes. Ensuite, vous montez sur les escaliers. C'est ces 2 actions-là qui vous font monter là. Si vous prenez les 3 cartes, vous jouez vachement cette action, ça vous coûte pas mal de ressources, mais vous ne montez que de 1 de vos prêtres. Et vous avez bien compris, si vous ne prenez qu'une pauvre malheureuse carte, ça vous coûte qu'un crâne, c'est moins cher, mais vous montez de 3 1 de vos prêtres. À vous de voir. Et à quoi elles servent ces cartes? C'est des collections de cartes qu'on va utiliser. Regardez, c'est indiqué ici. Lorsque vous avez des cartes, c'est à vous de jouer, vous avez des cartes glyphes que vous avez attrapées au tour précédent, et bien vous allez pouvoir les utiliser à votre tour, quelle que soit l'action que vous allez faire. Hein. Peu importe, c'est à vous de jouer, vous avez des cartes glyphes en main, vous allez à ces 2 tableaux et vous déclenchez une action grâce à vos cartes glyphes. Alors regardez, en fonction du nombre de cartes glyphes ici, différentes, vous allez pouvoir faire des actions. Là, si vous avez 4 cartes glyphes différentes en main, vous faites l'action de votre choix. En plus de votre action du tour, hein, bien sûr. Donc faites 2 actions. Ici 5, vous faites l'action de votre choix. Si vous avez, mettons, 6 cartes différentes en main, on l'a vu plusieurs fois dans ma partie, à ce moment-là, vous faites l'action de votre choix en payant une ressource de moins. Là, une ressource de moins et 2 ressources de moins. C'est pareil ici, mais ça, c'est si vous défaussez des cartes identiques. Alors évidemment, du coup, il y a besoin d'en avoir moins que des cartes différentes pour la même puissance d'action. Et avec 6 cartes identiques, vous allez même jusqu'à -3 ressources pour faire l'action de votre choix. Donc, collectionner ces cartes-là vous permettra à votre tour, n'importe quand, de faire l'action de vous poser votre totem, plus une autre action de votre choix, éventuellement en dépensant moins de ressources. Et pour ça, vous défaussez des cartes glyphes que vous aurez gagnées précédemment. Attention, n'oubliez pas que dans notre partie, comme on avait cet événement-là, les cartes glyphes que vous stockez, si ça sort et qu'un événement survient, pim, vous perdez des ressources balles. Donc à vous de gérer votre partie en fonction de ça aussi. Ça peut être très fort. Moi, je l'ai quasi pas fait, on va dire, mais par contre, les 2 autres joueurs l'ont fait, alors même s'ils n'ont pas gagné, quand ils l'ont fait et quand ils l'ont déclenché, ça faisait fort. À chaque fois, ils étaient allés chercher 3 et 3, donc il aura fallu 2 actions pour pouvoir aller chercher 6 cartes au final, et souvent ils ont fait ça, en fait, ils en avaient des différentes, mais bon, quand ils le faisaient, ils allaient faire leur action, ils faisaient cette action, badaboum. Parce que ce n'est pas tout en plus. En plus, vous allez poser une pièce sur votre masque de jade. Et oui, ça, je vous en ai absolument pas parlé. Tous les joueurs ont un masque de jade, comme ceci. Et tous les joueurs, je vais vous le mettre comme ça, ont des pièces pour aller dessus. Voilà toutes les pièces. Alors je vous conseille de vous les poser sur cette face-là, sur leur verso. Pourquoi? Parce que regardez, vous avez le numéro de la pièce, et sur le masque de jade, eh bien, vous avez les numéros. Hein, donc comme ça, plutôt que chercher la forme, vous cherchez le numéro, et vous savez quelle pièce il faut poser. Comment ça marche le masque de jade?
Lorsque j'arrive ici, si, mettons, je défausse 4 cartes identiques glyphes à mon tour, j'ai le droit à ce moment-là de venir poser 3 pièces masque de jade. C'est pareil ici. Hein. Ici, quand il défaussait 6 cartes différentes glyphes, non seulement il faisait une action avec une ressource de moins, mais en plus il posait 4 pièces du masque de jade. Et c'est pas rien, ça. Hein. En sachant que, regardez, c'est cette action-là. Vous voyez, si j'étais venu faire cette action-là, je montais de 1 de mes prêtres et je posais immédiatement une pièce de mon masque de jade. Le masque de jade, comment il marche? Déjà, la première pièce que vous posez, vous êtes obligé de poser une pièce extérieure. Vous n'avez pas le droit d'aller poser le nez ou un œil. C'est interdit. Donc, mettons, je pose la pièce numéro 14, qui est celle-là. Voilà, je pose cette pièce-là. Hop. Et maintenant, à chaque fois que je vais poser une pièce sur mon masque de jade, quelle que soit cette pièce, à ce moment-là, je vais devoir poser une pièce qui touche une pièce déjà posée. Alors maintenant, je peux aller vers l'intérieur, hein, je peux poser cette pièce 13 là, qui vient en dessous de l'œil là pour 2 points de victoire, mais il faut que ça touche quand même une pièce déjà posée. Donc je commence par une pièce extérieure au masque, hein, je fais tout le tour là, 3, 5, 2, 1, gna, et ensuite je poserai à chaque fois contigu, je ne peux pas aller poser de l'autre côté, hein, pendant toute ma partie. Et en fait, vous faites quoi? Vous prenez immédiatement le bonus de votre masque. Alors les masques sont identiques, vous avez bien compris, vous avez plein de ressources à gagner, vous les voyez, vous avez des points de victoire à gagner aussi, vous avez une carte personnage. Alors quand vous faites ça, vous avez chopé une carte personnage, vous ne posez pas de jetons, hein, parce que vous ne faites pas l'action. Hein, poser des jetons, que ce soit là ou là d'ailleurs, c'est si vous faites l'action. Parce qu'il y a aussi des actions bonus, alors là je ne les vois pas, mais qui vous permettent d'aller poser un jeton là-bas. Quand vous faites ça, vous ne faites pas l'action je vais y arriver, de la ville. Hein. Donc encore une fois, là vous prenez une carte, des points de victoire. Là c'est quoi? Vous prenez les 2 tuiles qui sont là. Ici c'est quoi? Vous prenez une tuile comme ça, extension de plateau. Alors il faut savoir que si votre masque est intégralement fini, comme ceci, et non seulement, c'est joli, si c'est joli, mais surtout vous gagnez 10 points de victoire en fin de partie. Et ça, c'est lié à cette piste-là. On se retrouve avec une piste -2, -1, 0, 1 et 2. Donc si vous montez tout en haut, vous marquez 2 points de victoire par pièce du masque posé, soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ce qui vous fait 32 points, plus 10 points, 42 points. Un masque fini, vous montez jusque-là, c'est 42 points. Je vous rappelle que toutes les villes, c'est 40 points. Donc ça, c'est les 2 gros scoring. Bon, après, il faut se les faire, hein, bien évidemment. Ce n'est pas si simple que ça. Et comme je vous le disais, si 2 pistes arrivent en butée ici, ou si tout est plein de tuiles, on finit le tour et la partie est finie. Un point de règle hyper important que j'ai oublié de vous dire, si vous avez un cube qui est arrivé en butée ici, et que quelqu'un repose une tuile de cette ressource-là, oui, ça arrivera. Bon, il gagne 0 de cette ressource, sauf s'il avait une carte bonus, là, je ne sais plus où elles sont, voilà, ce genre-là, hein, par exemple, là, il garnirait quand même une ressource. Mais en fait, comme on ne peut pas reculer celui-là, quand il la pose, on recule dans le sens aiguille d'une montre, la ressource d'à côté. Oui, à chaque fois qu'on pose une tuile, il y aura toujours un cube qui descendra. C'est important, c'est aussi le compte tour, enfin le compte pour finir la partie. Donc on finit la partie et on compte les points de victoire. Donc les points de victoire, on en aura gagné bien évidemment pendant toute la partie, mais on va aussi compter les points de victoire des pyramides, hein, en fonction de ce que l'on a fait. On va compter les points de victoire que l'on a ici, les points de victoire des villes jusqu'à 40, puis les 10 points de victoire du masque si quelqu'un y est arrivé. Et le vainqueur est celui qui a le plus de points de victoire, voilà qui est surprenant. Et en cas d'égalité, le vainqueur, c'est le masque, celui qui a fait le plus de tuiles de masque, je crois. Voilà, c'est Copan, la cité mourante. Donc alors le thème est quand même présent. C'est du plaqué Eurogame, bien sûr, mais ils ont fait un effort, les auteurs, vraiment. Hein. Donc ils sont renseignés, ils ont fait un effort pour essayer que le thème soit là, le jeu de balle, qui est très important. Il y a même un peu de texte historique dans la règle, donc c'est très bien. Je vous le répète, c'est un prototype. Il y a des points de règle qui vont peut-être être modifiés. Le matériel ne sera pas le même. Ce doré qui ressort mal sur certains jetons sera enlevé. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais ils vont changer ça. Moi, dans les points de règle que je verrai bien un petit peu modifiés, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu moins de points de victoire pour les collections de tuiles comme ça, et un peu plus de cartes, points de victoire fin de partie, sur les cartes personnages, pour donner un peu plus d'intérêt à ça pour tout le monde. Sinon, on peut faire un choix où on ne fait pas du tout cette zone-là. Mais bon, j'ai qu'une partie, je le répète, soyons humbles, j'ai qu'une partie, je vous dis peut-être des bêtises. L'auteur du jeu, qui en a 350, il va peut-être me dire, oui, tu as cette impression-là en première partie, mais au final, c'est pas tout à fait vrai. J'en sais rien, mais en tout cas, moi, c'est les 2 idées que j'avais. Et c'est un jeu qui est très sympathique, où moi j'ai pris beaucoup de plaisir à ma table. Les autres joueurs aussi ont bien aimé. Il y en a un qui s'est raté un peu, on va dire, mais il a trouvé ça quand même tout à fait sympathique. Donc c'est un jeu que je conseille. Donc le Kickstarter aura lieu en novembre, vers le 10 ou 15 novembre, je sais plus dans ces dates-là. Je fais cette vidéo au 30 octobre 2022, donc je sais pas quand vous regardez cette vidéo. Ma foi, ça vaut tout à fait le coup pour les adeptes d'Eurogame. Et si cette mécanique
mécanique que je vous ai expliqué vous a plu. Et on verra bien s'ils adaptent des petites règles, les 2 petits points que j'ai donnés, et voir peut-être un petit peu plus de sévérité dans le jeu. Mais, et là je vous mets un gros bémol, c'est que moi j'ai joué avec cette carte-là, qui est la carte événement la plus gentille, on va dire, hein, qui raccourcit la partie et qui est pas trop méchante. Si on joue avec d'autres cartes événements, eh ben peut-être que ça se durcit tout seul. Et à mon avis, la vérité est là. C'est que si je veux un jeu un peu plus dur, ma prochaine partie, je ne la ferai pas avec une carte ici avec le symbole facile, mais je la ferai avec une carte avec 3 symboles pour me durcir la partie très certainement. Voilà. Si ça vous plaît, faites le Kickstarter ou achetez le jeu quand il sera en boutique. En tout cas, c'était Copan, la cité mourante. Bon jeu!